Donc, on recherche ici le signe de f' de x. Eh bien, pensons que f' de x est du signe de 6x. Pourquoi? Parce que 2x au carré moins 1, le tout au carré, est positif. Voilà, donc du coup, la dérivée f' est du signe de 6x. Donc ça, on peut l'écrire, f' de x est du signe de 6x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites le tableau de signes de 6x et puis vous avez le signe de f'. Bon, le tableau de signes de 6x, il est pas compliqué à faire, puisque le tableau de signes de 6x, c'est bien celui-ci. Alors, 6x s'annule en 0. 6x s'annule en 0. Et donc, 6x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. Il s'annule en 0 et il est positif sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, c'est pas compliqué de faire le tableau de signes de 6x. Et donc, du coup, on en déduit le signe de f' qui est le même que 6x. Et donc, on n'a plus qu'à recopier la ligne de 6x. Voilà. Et on a ainsi le signe de f' de x. Donc, pour conclure, on dira que la dérivée f' de signe est donc négative, on le voit bien ici, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut l'écrire ici, f' de x est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, et f' de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Sheima? Alban? Pas de questions? On continue alors. Donc, autre exercice. Comment calculer la dérivée sur l'intervalle ouvert moins l'infini 3 de la fonction f qui, à tout réel de cet intervalle, à tout réel x de cet intervalle, associe son image 3 moins x facteur de racine carrée de 3 moins x. On déduit les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 3. Voilà ce qu'on cherche à établir ici. Donc, alors, dans un premier temps, il faut qu'on calcule la dérivée de cette fonction. Donc, il va falloir qu'on puisse trouver une formule qui nous permette de calculer la dérivée ici. Alors, ce qu'il faut penser déjà, c'est que la fonction racine carrée de x, que vous connaissez très bien, alors, savez-vous qu'elle est définie sur les réels positifs? Je parle bien de la fonction racine carrée de x, son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, mais par contre, la fonction racine carrée de x est dérivable sur les réels strictement positifs. Attention, il y a une différence. Elle est définie sur les réels positifs et elle est dérivable sur les réels strictement positifs. Donc, par conséquent, puisque nous avons la racine carrée de 3 moins x, la racine carrée de 3 moins x, bien qu'elle soit définie sur les réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 3, bien qu'elle soit définie sur ces réels-là, parce que attention, quand x égale 3, racine carrée de 3 moins x existe. Je veux dire, quand x prend la valeur 3, racine carrée de 3 moins 3 est possible. C'est égal à racine carrée de 0, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que la fonction f est définie pour x égale 3.
C'est la dérivée qui n'est pas définie pour x égale 3. C'est pour ça que la dérivée sera calculée sur cet intervalle ouvert. Alors même que les variations de la fonction seront établies sur cet intervalle et la borne 3 sera fermée. Donc la borne 3 est ouverte pour la fonction dérivée, elle est fermée pour les variations de f. Parce que f est définie en 3, alors que la fonction dérivée, elle, n'est pas définie en 3, et on verra pourquoi. Bon. Alors, on peut écrire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 3 en tant que produit de fonctions dérivables sur cet intervalle. Donc je rappelle que la fonction f est le produit de fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert moins l'infini 3. En effet, quand vous prenez 3 moins x, c'est une fonction affine. Les fonctions affines sont dérivables sur R, donc forcément dérivables sur l'intervalle ouvert moins l'infini 3. Quand vous prenez la fonction racine carrée de 3 moins x, elle est définie sur l'intervalle moins l'infini 3, fermé en 3. En revanche, elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 3, ouvert. L'intervalle ouvert moins l'infini 3. Donc, par produit de fonctions dérivables sur l'intervalle moins l'infini 3, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 3. Voilà, je crois qu'on a expliqué comment on peut justifier de la dérivabilité de la fonction f. Maintenant, il va falloir qu'on trouve le moyen de calculer cette fonction, de calculer f' de x. Alors, ensuite, la fonction f est un produit de deux fonctions. Et on sait très bien, d'après les formules de dérivation, que la dérivée d'un produit, on le sait depuis la classe de première S, u'v moins v'u sur v carré. Bon. Donc du coup, on pourra poser que u de x est égal à 3 moins x, que v de x, c'est racine carrée de 3 moins x. Alors, il faudra qu'on détermine e' de x et v' de x. Bon, u' de x est égal à moins 1. Hein, c'est pas très compliqué à trouver. En revanche, v' de x, il faut se rappeler de la formule que vous aviez vue en classe de première S, racine carrée de u. U étant une fonction composée. Bien sûr, u est strictement positif, hein, puisque la dérivée n'est possible que si u est strictement positif. Et à ce moment-là, vous aviez vu que la dérivée de racine carrée de u, c'est 1 sur 2 racine carrée de u. Rappelez-vous de cette formule. Donc, si vous posez que u est égal à 3 moins x, donc vous allez avoir u' qui est égal à moins 1. Alors, par contre, n'oublions pas fois u' ici. Hein. Voilà. Donc, vous allez avoir u' qui est égal à moins 1. Et donc, on va avoir la dérivée de la racine carrée de 3 moins x, qui est égale à 1 sur 2 racine carrée de 3 moins x. 1 sur 2 racine carrée de 3 moins x fois u', c'est-à-dire fois moins 1. Oui. Plus fort, s'il te plaît. J'ai pas compris pourquoi u fois. Plus fort encore, s'il te plaît. J'ai pas compris pourquoi u fois v, enfin la dérivée de u fois v, c'est cette formule-là, parce que je crois que c'est pas celle-là qu'on avait vue en classe l'an dernier. Celle-ci? Oui. Bah, Moi j'avais vu u', v,
Ouais. plus v prime u pour quand c'est en fois, quand c'est en multiplié. C'est juste, hein. C'est la formule d'un produit, c'est U'(V plus V'(U). C'est juste. C'est juste, autant pour moi. Donc, du coup, effectivement, c'est U'(V plus V'(U). Ce qui est U'(V moins V'(U), c'est la formule de la dérivée d'un quotient, en effet. Je suis entièrement d'accord. Donc, du coup, on va donc calculer racine carrée de 3 moins x. Donc, dérivée de racine carrée de 3 moins x. On a donc dit que c'est 1 sur 2 racine carrée de 3 moins x fois moins 1. D'accord? Autrement dit, c'est égal à moins 1 divisé par 2 racine carrée de 3 moins x. OK? Donc voilà ce qu'on trouve pour V', V' de x. Bon, V' de x est égal à moins 1 divisé par 2 racine carrée de 3 moins x. À partir de là, on va appliquer la formule de la dérivée d'un produit, hein, puisque la fonction f est un produit. Donc, effectivement, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus v'u, et non la formule que j'avais écrite tout à l'heure, qui est plutôt la formule de la dérivée d'un quotient. Donc, du coup, on va pouvoir remplacer. On a donc f' de x, qui est égal à u'v. Alors, u' c'est moins 1, donc fois v, donc fois racine carrée de 3 moins x, plus v'u, donc plus moins 1 sur 2 racines carrées de 3 moins x, multiplié par u, donc facteur de 3 moins x. Et vous pouvez remarquer ce que je disais tout à l'heure, que puisque si x prend la valeur 3, vous imaginez si x prend la valeur 3, ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que si x prend la valeur 3 dans la fonction dérivée, eh bien, le dénominateur qu'on a ici, là, va s'annuler. Or, il est hors de question que qu'un dénominateur s'annule. Parce que si le dénominateur s'annule, ça veut dire que la fraction n'est pas possible. Donc, comprenez pourquoi, pour la fonction dérivée, on a interdit cette valeur 3. C'est pour ça que la dérivée, on la calcule sur l'intervalle moins l'infini 3, ouvert en 3. Alors même que la fonction f, elle, est définie en 3. Vous voyez la différence, hein? Donc ça, c'est une remarque importante. Donc du coup, on va jusqu'au bout de cette dérivée, enfin du moins de sa simplification. Alors, on a moins racine carrée de 3 moins x, du coup moins 3 moins x sur 2 racine carrée de 3 moins x. Hein. Je pense que voilà ce qu'on a pour le moment. Après, on peut imaginer de simplifier davantage, hein, pourquoi pas. On peut par exemple réduire au même dénominateur. On peut réduire au même dénominateur en multipliant ici par 2 racines carrées de 3 moins x. Et donc, de faire la même chose ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Il est toujours possible de rechercher la forme la plus réduite, hein, la forme la plus simplifiée de, de la fonction dérivée. Dans certains cas, on peut toujours tenter de rechercher la forme la plus simplifiée. Donc 2 racines carrées de 3 moins x. Alors, ici, racine carrée de 3 moins x au carré, ça va nous faire 3 moins x. Hein. Rappelons que
3 moins x est strictement positif. Donc, ça va nous faire 3 moins x. Donc, moins 2 facteur de 3 moins x, du coup. Moins, alors le moins qui est ici va changer les signes. Hein, donc, 3 va être changé en moins 3 et moins x va être changé en son opposé, plus x. Donc, on a f' de x qui est égal. Alors, le dénominateur, on le recopie, hein, donc c'est le même, il n'a pas changé. Moins 2 fois 3, ça nous fait moins 6. On développe. Moins 2 fois moins x plus 2x. Donc, moins 3 plus x. Ensuite, ça nous fait moins 6 moins 3, c'est égal à moins 9. 2x plus 3x, bah, ça nous fait plus 2x plus x, pardon, ça nous fait plus 3x. Euh, divisé par 2, racine carrée de 3 moins x. Alors, les racines carrées, de façon générale, il faut les remonter. Alors, pour remonter la racine carrée, d'autant plus que quand on observe moins 9 plus 3x, on voit bien que si l'on met en facteur, parce qu'on peut factoriser moins 9 plus 3x, imaginons qu'on mette par exemple moins 3 en facteur. Moins 3 serait en facteur de 3, bah, moins x du coup. Hein, puisque moins 3 fois 3, ça fait bien moins 9, et moins 3 fois moins x, ça fait bien plus 3x. Donc, moins 3 sera donc en facteur de 3 moins x, et donc divisé par 2 racine carrée de 3 moins x. Donc il y a un intérêt à multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 3 moins x. Donc, alors, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, on obtient que f' de x est égal à moins 3. Alors, le numérateur d'abord, moins 3 facteur de 3 moins x, racine carrée de 3 moins x, et puis le dénominateur. Alors, on a 2 fois, entre parenthèses, 3 moins x, puisqu'on a racine carrée de 3 moins x, le tout au carré. Donc, on est bien d'accord que les 3 moins x là vont s'annuler. Hein, et qu'est-ce qu'il va rester? Ben, il reste que f' de x est égal à moins 3 demi de racine carrée de 3 moins x. Voilà, je pense que c'est l'expression la plus aboutie hein, de la fonction dérivée. Donc, vous voyez bien d'où on est parti. On peut très bien vous donner ce type de fonction en contrôle, hein, en vous demandant bien sûr d'étudier les variations de cette fonction, et naturellement, quand on calcule la dérivée ici, on a tout intérêt à aller jusqu'au bout hein, du calcul de la fonction dérivée, jusqu'au bout de l'écriture, en tout cas la plus simplifiée, la plus aboutie. Auquel cas, bah, ce serait compliqué après de donner le signe de f', puisqu'on demande le signe de f' là. Hein. Donc, puisqu'on demande le signe de f', bah, on va le donner. Euh, rappelons que nous travaillons sur l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Voilà. Et le signe de f', c'est justement dans cet intervalle qu'on doit pouvoir le donner. Or, il se trouve que pour tout, alors là on est en train de donner le signe de f' de x. Donc pour tout réel x strictement supérieur à 3, d'accord, eh bien on a moins x qui est inférieur ou égal à moins 3. Voilà.
On a, si on ajoute 3, ben ça fait moins x plus 3 strictement inférieur à moins 3 plus 3. Voilà ce qu'on a. Donc, en fait, je suis en train d'encadrer f' de x. Donc, encadrer f' de x pour taux réel x strictement supérieur à 3. Donc, du coup, la racine carrée est croissante. La fonction racine carrée est croissante sur les réels positifs. D'accord? Fonction racine carrée est croissante. Elle est croissante sur les réels strictement positifs. Par conséquent, la racine carrée de 3 moins x sera inférieure à la racine carrée de 0, c'est-à-dire à 0. D'accord? Donc, on peut écrire car la fonction racine carrée est strictement croissante. Strictement croissante sur les réels strictement positifs. Donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à multiplier par moins 3 demi. D'accord? Donc, en multipliant par moins 3 demi les deux membres de, de la dernière inégalité, donc de cette inégalité, en multipliant par moins 3 demi les deux membres de cette inégalité, on obtient, alors plus précisément de cette dernière inégalité, on obtient alors on avait au départ racine carrée de 3 moins x, on avait 0. On va multiplier à gauche par moins 3 demi. D'accord? Et on va multiplier également à droite par moins 3 demi. Voilà. Donc, sauf que quand vous multipliez les membres d'une inégalité par un même nombre négatif, vous avez le sens qui change, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, vous avez ici cette fonction qui représente en fait la fonction dérivée, f' de x strictement positif. Donc, euh, en vérité, la racine carrée de 3 moins x, puisque, puisque 3 moins x est strictement inférieur à 0, eh bien cette racine carrée en fait n'est pas possible. Elle n'est pas définie. La racine carrée de 3 moins x n'est pas définie pour les réels strictement positifs. Donc, elle est définie en fait euh, pour les réels strictement négatifs. Parce que tout est là en fait. Et on aurait dû partir du domaine de définition de la fonction dérivée. La fonction dérivée est définie à quelles conditions? Donc la fonction dérivée, on l'a calculée et on a trouvé ceci. Donc c'est très bien. En revanche, il aurait fallu déterminer le domaine de définition de la fonction dérivée avant d'aller plus loin. Alors, on va reprendre justement ici, à partir de
de la fonction dérivée f' de x. Donc, pensons que f' de x est défini si et seulement si 3 moins x est supérieur ou égal à 0. Bah oui, parce que la racine carrée ne peut pas être négative. Hein. Enfin, du moins, le radical ne peut pas être négatif. De toute façon, la racine carrée est forcément positive. Donc, du coup, ça nous oblige à tenir compte de cette contrainte. Hein. Donc, sauf que 3 moins x est positif quand moins x est supérieur ou égal à moins 3, hein, puisqu'on passe moins 3 de l'autre côté. Et si on multiplie les deux membres de cette inégalité par moins 1, on a x qui est inférieur ou égal à 3. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que f' de x, le domaine de définition de la fonction dérivée, c'est en fait l'intervalle moins l'infini 3. Et donc, le domaine de dérivabilité, enfin, on ne va pas dériver la fonction dérivée, mais dans tous les cas, la fonction dérivée est définie sur moins l'infini 3. Donc, de 3 à plus l'infini, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on avait la contradiction de tout à l'heure. Donc, du coup, il se trouve que pour tout réel x, de cet intervalle justement moins l'infini 3, bah, il se trouve que la racine carrée de 3 moins x est supérieure ou égale à 0. Donc, quand on multiplie cette racine carrée par le réel moins 3,5 qui est négatif, ça nous donne que f' de x est négatif. Donc, f' de x est négatif pour tout réel x appartenant à moins l'infini 3. Voilà ce sur quoi je voulais rebondir. Donc, finalement, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3, fermé en 3. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3. Voilà. Comment rédiger et appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, donc ça c'est la question qu'on se pose. Alors, il faut savoir rédiger et appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, de façon générale, après avoir montré chacun des points, il faut rédiger le théorème, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires de la façon suivante. D'abord, il faut penser qu'on a besoin d'un tableau de variation. On a besoin de faire le tableau de variation de la fonction considérée. Il faut calculer les limites ou les valeurs ou les images. Et en plus, il faut se placer sur chacun des intervalles où la fonction est monotone. Et en plus, on a besoin que la fonction soit continue. Donc, en fait, pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il y a deux conditions essentielles. La fonction doit être strictement monotone et continue. Ce sont les deux conditions
essentielle. Alors la fonction est forcément continue puisqu'on a pu la dériver. Donc à partir du moment où on a pu calculer sa dérivée, bah, ça veut dire qu'elle est continue, puisque toute fonction dérivable est continue. Hein. Si une fonction est dérivable sur un intervalle i donné, ça veut dire qu'elle est forcément continue sur cet intervalle i. Donc il n'est pas possible de faire un tableau de variation sans avoir au préalable calculé la fonction dérivée. Donc à partir du moment où vous avez pu calculer la fonction dérivée, cela suppose que vous avez justifié de la dérivabilité de la fonction. Donc forcément, bah, ça implique que la fonction est continue. Donc très concrètement, on n'aura pas besoin de justifier ça. On dira simplement que la fonction est continue parce que on l'aura justifié au moment où on a calculé la fonction dérivée. Donc, comment rédiger et donc appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires? Bah, vous pouvez par exemple avoir la rédaction suivante. Il faut commencer par dire que la fonction f est continue et strictement. Alors, après, elle est strictement croissante ou décroissante, hein, bien entendu, c'est l'un ou l'autre. Et de préciser l'intervalle. Donc sur l'intervalle, sur un intervalle i donné, hein, par exemple. Sur un certain intervalle. Ensuite, d'écrire que si l'on veut résoudre, bien sûr, l'équation f de x égale k, à partir du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faudrait dire que k est compris entre une certaine valeur et une autre valeur ou limite. Voilà. Une fois qu'on a écrit ceci, pardon, on peut donc conclure d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que l'équation f de x égale k, justement, que l'équation f de x égale k admet une unique solution Cette solution, généralement, elle est notée alpha ou bêta ou gamma. Bon. Et on précisera sur quel intervalle. Donc, sur l'intervalle à préciser. Voilà. Donc, voici comment vous devez rédiger et appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Donc, souvent, on dit tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va faire un exercice, justement, où on va pouvoir appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, je vous rappelle que le théorème des valeurs intermédiaires, je l'ai
j'ai posté des vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment appliquer le, comment appliquer le théorème du corollaire. Pardon. Donc, si vous allez rechercher ces vidéos, je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6 ou 7 où j'explique comment appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, l'exercice que je vous propose ici, c'est celui-ci. Soit la fonction f, alors soit f la fonction définie sur moins l'infini moins 3, donc plutôt moins l'infini 3, par f de x égale 3 moins x facteur de racine carrée de 3 moins x. Alors, je pense que ça vous rappelle la fonction qu'on a étudiée tout à l'heure, pour laquelle on a d'ailleurs calculé f' de x. Donc, vous n'avez qu'à reprendre cette fonction là où on s'est arrêté, puisqu'on a dit que cette fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 3. Donc, il suffira de faire son tableau de variation pour pouvoir répondre à la question posée. Parce que pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, vous devez faire le tableau de variation. C'est obligatoire, ça. Il n'y a pas de choix. Donc, montrer que l'équation f de x égale 5 admet une unique solution après vous l'appellerez comme vous voulez, alpha, bêta, une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc voilà la question qui est posée. Donc, faites le tableau de variation de la fonction f, calculez les limites ou les valeurs, ensuite appliquez le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, c'est parti, je vous laisse traiter ça. On corrige dans 5 minutes. Donc, notre objectif, c'est de savoir rédiger le théorème des valeurs intermédiaires. C'est ça le but ici pour nous. Donc, pour rédiger et appliquer ce théorème, alors je vous demande juste un instant. Donc, il fallait qu'on puisse rédiger et appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour la fonction qui nous est proposée. On avait calculé la fonction dérivée. Je vous rappelle qu'on a trouvé que f' de x, donc on avait écrit que pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3, f' de x, on avait trouvé que c'était égal à moins 3 demi racine carrée de 3 moins x, et on avait dit que c'était strictement négatif. Donc on avait pu dire que la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle, donc sur l'intervalle moins l'infini 3, fermé en 3. Donc ça nous donne le tableau de variation de cette fonction. Alors, je le mets un peu plus bas parce qu'il va falloir qu'on calcule les limites juste avant. Donc, on est sur l'intervalle moins l'infini
3. Alors, ici, on a dit que on a f' de x qui est strictement négatif, la fonction f qui est strictement décroissante. Donc, il nous faut calculer la limite quand f, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f. Eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins x facteur de racine carrée de 3 moins x. Alors, la limite pour 3 moins x, quand x tend vers moins l'infini, tend vers moins l'infini. Donc, on peut écrire ça. On peut écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins x, bah, c'est égal à moins l'infini. On sait que la limite de la fonction racine carrée de grand x, quand grand x tend, alors ça c'est plus l'infini, hein, puisque quand ça tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, puisqu'on a moins x. X tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Donc on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, on sait que c'est égal à plus l'infini. Donc par composition, la limite de cet ensemble racine carrée de 3 moins x sera égale à plus l'infini. Donc on a bien la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 3 moins x qui est égale à plus l'infini. Et donc par produit, puisque 3 moins x qu'on a ici tend vers plus l'infini, hein, on l'a établi ici, donc par produit, la limite de la fonction f, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Donc par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f est égale à plus l'infini. Donc on pourrait écrire ici plus l'infini. Voilà. D'autre part, on peut calculer f de 3. Hein. Je rappelle que la fonction f est définie en 3, même si on a vu qu'elle n'est pas dérivable en 3. F de 3 sera égal à 3 moins 3, facteur de racine carrée de 3 moins 3. Donc, c'est égal à 0. Donc, ici, on a 0. Et il est question de démontrer que l'équation f de x égale 5 admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc, l'équation f de x égale 5. Alors, déjà, on peut constater que 5 se trouve bien ici sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, on va pouvoir maintenant rédiger et appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je vous avais dit que le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires s'applique sur chacun des intervalles où la fonction est continue et strictement monotone. Bon. Donc, on pourrait écrire ceci. On sait que la fonction f est continue et strictement décroissante puisqu'on vient on l'a montré quand on a étudié les variations. Donc ça, on va l'écrire. F est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3.
Voilà. Alors, de plus, qu'est-ce qu'on a de plus? La limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est égal à plus l'infini. Et on a f de 3 qui est égal à 0. Or, il se trouve que le réel 5 qui est ici est compris entre f de 3 et la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f. Donc ça, on peut l'écrire. Or, 5 est compris entre f de 3 qui est égal à 0, hein, ce qu'on vient d'établir, et la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f qui est égal à plus l'infini. Donc, autrement dit, 5 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, toutes ces conditions réunies, on pourra dire, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation f de x égale 5 admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc ça, on va l'écrire. Alors, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 5 admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le théorème des valeurs intermédiaires, hein, sur la méthode pour appliquer ce théorème. Hein. Donc, on a vu comment rédiger et appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, cette rédaction, vous devez la prendre par cœur. Hein, parce que à chaque fois qu'il sera question de l'appliquer, ben, il faudra la ressortir comme telle et la rédiger comme telle. Donc, déterminons la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale sinus de x sur x. Donc ça, c'est un grand classique des contrôles. Ici, pour calculer cette limite, il faut avoir à l'esprit que le sinus de x, tout comme le cosinus de x d'ailleurs, est encadré par moins 1 et 1. Donc, vous avez déjà vu normalement en classe de première S que le cosinus et le sinus sont encadrés par moins 1 et 1 pour tout réel x. Eh bien, c'est sur ça qu'il faut se baser pour calculer cette limite. Donc, on va écrire ceci. On va écrire que pour tout réel x strictement positif, hein, je rappelle que on est sur les réels strictement positifs, eh bien, le sinus de x est encadré par moins 1 et 1.
Donc, rappelons que quand on a un sinus de x sur x, c'est en fait 1 sur x fois sinus de x. Donc, évidemment, il nous faut après multiplier les trois membres de cette inégalité par 1 sur x. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on multiplie les trois membres de cette inégalité par 1 sur x. Rappelons que 1 sur x est strictement positif. Donc, le sens ne changera pas quand on multipliera les trois membres par 1 sur x. Donc, moins 1 sera multiplié par 1 sur x, on obtient moins 1 sur x. Le sinus de x est multiplié par 1 sur x, on obtient effectivement f de x, puisque f de x, c'est bien 1 sur x fois sinus de x. 1 sera multiplié par 1 sur x, on obtiendra 1 sur x. Et comme 1 sur x est positif, et que multiplié par un positif, tous les membres d'une inégalité ne changent pas de sens, eh bien le sens ne changera pas. Donc, on pourra alors calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, c'est-à-dire de la fonction qu'on a ici à gauche, d'une part, et d'autre part de celle qu'on a à droite. Et cette limite est égale en fait à la limite de quand x tend vers plus l'infini de la fonction 1 sur x. Et vous savez que cette limite est égale à 0. Donc, la limite de la fonction à gauche, c'est 0. La limite de la fonction à droite, c'est 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite de la fonction f, quand x tend vers plus l'infini, c'est également 0. Donc, on pourra conclure en écrivant cela. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc voilà comment on calcule la limite de ce type de fonction. Donc, ayez à l'esprit que quand vous avez des fonctions avec des sinus ou des cosinus, pensez que le sinus et le cosinus sont toujours encadrés par moins 1 et 1. Et quel que soit le réel x. Et c'est à partir de cet encadrement qu'on va pouvoir encadrer la fonction proposée. Une fois celle-ci encadrée, on va calculer les limites de la fonction qu'on a à gauche et la fonction qu'on a à droite. Et d'après le théorème des gendarmes, on pourra déterminer la limite de la fonction f. Voilà. Donc ça, c'est un point méthode important. Alors après, il y en a d'autres. On pourrait par exemple voir comment étudier la continuité d'une fonction en un point. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Et on peut le faire sous la forme d'un exercice. Alors, comment étudier la continuité d'une fonction en un point. Alors, on peut voir ça à travers l'exercice suivant. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x alors f de x égale d'une part x au carré moins 4 le tout divisé par x plus 2 si x est différent de moins 2
et f de x égale moins 4 si x est égal à 2. Alors, la question qui est posée, c'est, alors, étudions la continuité de la fonction f en moins 2. Voilà, donc il s'agit ici d'étudier la continuité de la fonction f en moins 2. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée pour... Alors, on pourra par exemple ici transformer l'écriture de f de x lorsque x est différent de moins 2. Alors, on pourra procéder de la façon suivante. Alors, pour tout x différent de moins 2, est-ce qu'on est d'accord que f de x est égal à x au carré moins 4 sur x plus 2? Donc, on a effectivement f de x qui est égal à x au carré moins 4 sur x plus 2. X au carré moins 4, c'est une identité remarquable. Puisque c'est l'identité remarquable, x au carré moins 2 au carré. Donc a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Et puisque x est différent de 2, on peut se débarrasser de x plus 2. Et c'est égal à x moins 2. Donc, on doit calculer la limite quand x tend vers 2. Donc, alors attention, pour établir que la fonction f est continue en moins 2, il faut calculer la limite quand x tend vers moins 2 de f. Donc, dans ce cas précis, la limite quand x tend vers moins 2 de x moins 2, eh bien, c'est égal à moins 4. Donc, c'est précisément la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f. Bien entendu, pour tout réel x différent de moins 2, eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers moins 2 de x moins 2. C'est égal à moins 2 moins 2. C'est égal à moins 4. Et il faudrait que la limite qu'on a trouvée, le résultat de cette limite, pour que la fonction f soit continue en moins 2, il faudrait que le résultat de cette limite soit égal à f de moins 2. Or, il se trouve que f de x est égal à moins 4 quand x est égal à 2. Ce qui veut dire que quand x est égal à moins 2, plutôt. C'est moins 2 ici, hein, c'est pas 2. Donc il se trouve que f de x est égal à moins 4 quand x est égal à moins 2. Ce qui permet d'écrire que f de moins 2 est égal à moins 4. Et donc à partir du moment où on a la limite quand x tend vers moins 2, parce qu'il faut deux conditions. Deux conditions doivent être réunies pour dire que la fonction f est continue à moins 2. Il faut que, d'une part, la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f soit égale à un certain réel, par exemple petit a, et que d'autre part, f de moins 2 soit également égal à petit a. Donc si on a ces deux éléments réunis, hein, donc si la limite quand x tend vers moins 2 de f est égale à a, et si f de moins 2 est aussi égal à a, bah alors on pourra conclure que f est continu en moins 2. F n'est pas continu en moins 2 quand la limite quand x tend vers moins 2
est égal à A et que f de moins 2 n'est pas égal à A, est égal par exemple à un certain réel B. Donc alors, il nous reste à établir f de moins 2. Donc on a calculé la limite. Maintenant, on sait que f de moins 2 est égal à moins 4, hein, puisque f de x est égal à moins 4 si x égale à moins 2. Hein. Donc, ça nous permet d'affirmer que f de moins 2 est en fait égal à le même résultat que la limite quand x tend vers moins 2 de f de x. D'accord? Donc, on peut conclure que la fonction f est continue en moins 2. Voilà. Hein? Donc, deux éléments essentiels hein, pour démontrer que la fonction f est continue. On calcule la limite de la fonction f quand x tend vers 2 et on calcule f de 2. Ou alors on va chercher f de 2 ou moins 2 hein, si c'est en moins 2 et on vérifie qu'on obtient les mêmes résultats. Donc si on a les mêmes résultats, alors la fonction est continue. Si on n'a pas les mêmes résultats, elle n'est pas continue. Donc voilà pour la méthode. On peut même faire un autre exercice, toujours pour vérifier, montrer que la fonction f est continue. Alors, l'exercice est le suivant. Donc, le principe est le même, hein, toujours calculer la limite en un point et de calculer l'image par la fonction f. Donc, l'exercice est le suivant. Alors, soit j'ai la fonction définie sur moins 1 par g de x égale alors, g de x est égal à 1 si x est égal à 0. D'accord? Et g de x est égal à sinus de x sur x si x est différent de 0. Voilà. Donc, la question qui est posée, c'est... Donc, on demande de montrer que g est continu en 0. Donc, même traitement, il faut qu'on calcule la limite, hein, la limite de la fonction g en 0, d'une part, et d'autre part, qu'on puisse établir g de 0. Bon, ce qui est sûr, c'est que g de x est égal à 1 si x égale 0. Bon, on va interpréter ça. G de x est égal à 1 si x égale 0. Donc, ça nous permet d'écrire que g de 0 est égal à 1. Voilà, ça, c'est clair. Maintenant, il nous faut calculer la limite quand x tend vers 0. Et là, on va utiliser l'autre expression de g, c'est-à-dire celle-ci. Donc, la limite quand x tend vers 0 de g, c'est la limite quand x est différent de 0, puisque quand on tend vers 0, on n'est pas égal à 0. Donc, c'est forcément l'expression sinus de x sur x. Eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Je vous rappelle une formule que vous avez déjà vue en classe de première S, qui est la suivante. La limite quand x tend vers a, rappelez-vous, c'est l'une des formules du nombre dérivé. Vous avez vu ça dans le chapitre des dérivés, hein, à la partie paragraphe nombre dérivé. La limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, eh bien c'est égal à f' de a.
Donc, si on part du principe que la fonction f, imaginons que la fonction f soit la fonction sinus, soit le sinus de x. Imaginons que a prenne la valeur 0. Donc, ça veut dire que x tend vers 0. À ce moment-là, on a 0 ici. Donc, ça fait x moins 0. On pourrait écrire ici x moins 0. Et à ce moment-là, ici, on aurait f de 0. Hein, puisque a tend vers 0. On aurait donc f de 0. Mais, puisque f de x est égal à sinus de x, hein, puisque c'est bien ce qu'on a écrit ici, hein, f de x, c'est le sinus de x, est-ce qu'on est d'accord que f de 0, ce serait alors le sinus de 0? Donc à ce moment-là, on pourrait mettre ici moins sinus de 0. Je rappelle que le sinus de 0 est égal à 0. Donc de toutes les façons, faire moins sinus de 0, ça ne changera rien puisque c'est égal à 0. Seulement, en faisant cela, on constate que, effectivement, on est sur cette formule. Alors cette formule nous dit que le résultat c'est f' de a. Autrement dit, sinus de x, ça correspond à f de x ici. Sinus de 0, ça correspond à f de 0, puisque a